Les régions françaises font de plus en plus leur promotion en ne mentionnant même plus la France. Voici la région Provence-Alpes-Côte d'Azur. Dans un document officiel sur les emplois d'avenir, il n'y a plus marqué nulle part République française, alors même que toutes ces régions sont très largement financées par l'État. Ou bien, en tout cas, les fonds, comment dirais-je, les impôts locaux sont collectés par l'appareil d'État. Tout ceci nous mène à quoi? À cette carte établie par l'European Free Alliance, les Verts européens, c'est-à-dire une Europe des régions ethniques. Vous voyez d'ailleurs là-dessus que c'est très bien fait, puisque déjà la France est découpée en morceaux. Vous avez la Bretagne, Brace, vous avez Northern Catalonia, si vous regardez bien, si vous avez l'œil suffisamment aiguisé, vous verrez que le département français des Pyrénées-Orientales fait déjà partie de la Catalogne, de même que le département des Pyrénées-Atlantiques est absorbé dans le Pays basque, que la France est coupée en deux avec l'Occitanie, que la Savoie est séparée, que l'Alsace n'appartient plus à la France, que d'ailleurs vous voyez que l'ensemble de la carte de l'Europe devient une tour de Babel générale, avec un morcellement de l'ensemble des pays. Vous voyez que l'Écosse ne fait plus partie du Royaume-Uni. Vous voyez que l'Espagne est morcelée, l'Italie également. Chose curieuse, un seul État s'en sort allègrement, c'est l'Allemagne. Deutschland, qui d'un seul coup récupère Österreich. Oh, ça tombe bien. Il y avait un type qui s'appelait Adolphe en 1938, il avait eu la même idée. L'Allemagne récupère également une partie de la Silésie et également une partie de tout ce qui est à l'est de la République tchèque, à l'ouest. C'est ce qu'on appelle les Allemands des Sudètes. L'histoire, décidément, ne se répète jamais, mais elle bégaye tout le temps. On voit bien en attendant que les Verts allemands sont plutôt verts de gris. On voit bien que ces Verts-là, le groupe des Verts joue un jeu qui n'est plus du tout, mais plus du tout, celui, en tout cas, de la République française. D'ailleurs, si vous allez sur Wikipédia, qui décidément est toujours très très bien documenté, vous voyez qu'on dresse la liste pour la France de la Ligue savoisienne qui veut l'indépendance de la Savoie. Représente rien, mais rien. Je signale que l'UPR, nous avons bientôt 3000 adhérents, des milliers, des dizaines de milliers de sympathisants, nous sommes toujours interdits de Wikipédia français. Hein. En revanche, il y a le parti du plaisir de Mme Cindy Lee, qui était une starlette, pour ne pas dire une stripteaseuse, qui a prétendu se présenter à l'élection présidentielle en 2012 et dont le fait de gloire est d'aller sur les marchés en exhibant ses seins à l'air devant les dames qui achetaient un potiron. Alors elle a droit à une notice Wikipédia. Nous, non. Alors vous voyez que donc vous avez aussi le mouvement Région Savoie, le parti Occitan d'Occitanie, Partito di Nazione Corsa pour la Corse, l'UDB, l'Union démocratique Bretagne pour la Bretagne, Unserland pour l'Alsace, Unità Catalana pour les Pyrénées-Orientales. Oh, Wikipédia est extrêmement disert, comme d'habitude, pour vanter les mérites de toutes les langues régionales en Europe. J'y reviendrai tout à l'heure. Ce qui fascine aussi dans cette politique générale, c'est le ressassement biaisé du passé pour ne jamais voir le présent. Pour les Catalans, tout le mal vient du traité des Pyrénées de 1659, avec Mazarin. Vous avez maintenant, on focalise l'attention de petits milieux, mais il y a des gens, des jeunes ou des moins jeunes, qui parfois m'écrivent « Mais vous vous rendez compte ? La France a trahi, n'a pas respecté l'article 3 du traité des Pyrénées de 1659. » Pour les Bretons, tout le mal vient de l'union du duché de Bretagne et du royaume de France de 1532. J'ai eu un correspondant qui m'a dit « C'est un scandale, la façon dont la France n'a pas respecté l'accord qui avait été prévu en 1532. » Pour les Alsaciens, c'est le traité de Westphalie de 1648 et le traité de Rijswijk de 1697 qui sont objets de scandale. Pour les Corses, c'est la bataille de Ponte Novo de 1769. Quand je dis pour les Corses,
c'est pour les indépendantistes corses qui représentent, selon les... En Corse, il y en a peut-être un peu plus qu'ailleurs, mais en Bretagne, c'est 1% de la population, 2%. Et il y a des jeunes qui sont là, que l'on entretient dans cet ressassement du passé. Pour les Savoyards, le traité de Turin de 1860, vous savez que lorsque Napoléon III a fait affaire avec Victor Emmanuel II pour aider à l'unification italienne, en échange, Victor Emmanuel II donc, a cédé à la France la Savoie et le comté de Nice par ce traité de Turin, et qui fait l'objet de toutes les récriminations de ces gens. Mais ce qui est extraordinaire, c'est que pendant que nous avons des gens qui, dans les provinces françaises, parce qu'ils constatent qu'il y a du chômage, parce qu'ils constatent que les gens s'appauvrissent. En ce moment, en France, tous les jours, il y a 2000 personnes qui basculent en dessous du seuil de pauvreté. Mais ce n'est pas le traité de Rijswijk de 1797, pardon. Ce n'est pas le traité des Pyrénées de 1759. Ce n'est pas l'union du duché de Bretagne et du Royaume de France de 1532 qui explique pourquoi les Français, en ce moment, perdent une usine par jour, 600 emplois par jour, que nous avons 1 à 2 agriculteurs français qui se suicident tous les jours, 450 par an, et que nous avons tous les jours 2000 personnes qui basculent en dessous du seuil de pauvreté selon l'INSEE. Parce que ça, ces phénomènes-là découlent de tout à fait autre chose. Ils découlent des traités européens dont jamais justement on ne parle. Pendant que l'on distrait l'attention des populations en leur racontant les méfaits de la France prétendue du XVIIe ou du XVIIIe siècle, on ne leur parle jamais de ce qui se passe maintenant. On ne leur dit jamais d'aller regarder le traité sur l'Union européenne, le TUE dont l'article 42 nous place entièrement sous la domination de l'OTAN, des forces atlantistes, qui nous emmène au choc des civilisations avec les pays du monde arabo-musulman, sous l'empire duquel nous sommes en train de commettre des crimes de guerre constamment, jour après jour, en Afghanistan, en Libye, en Irak. Ça, nos indépendantistes, ça ne les concerne pas. Ils préfèrent parler de l'union de la Bretagne avec le Royaume de France en 1532. On ne leur parle jamais du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, que je décrypterai un petit peu davantage demain soir à Bruxelles. Le TFUE, dont l'article 63, par exemple, interdit toute restriction aux échanges de mouvements de capitaux. C'est ce qui explique toutes les délocalisations de France, mais aussi de Belgique d'ailleurs. Et également le rachat par appartement entier par des grandes fortunes venues de l'étranger. Je m'exprime devant des Français qui découvrent soudain l'Amérique, dans tous les sens du terme d'ailleurs. Je dis, mais il y a 30 ans, on ne parlait pas des délocalisations. Qu'est-ce qui s'est passé ? Il y avait la Chine, il y avait l'Inde, il y avait le Maghreb. Ces pays existaient déjà. Qu'est-ce qui s'est passé ? Pourquoi ne parlait-on pas des délocalisations il y a 30 ans et qu'on en parle aujourd'hui ? Pourquoi est-ce qu'il y a 30 ans, on ne perdait pas tous les jours une usine en France alors que c'est le cas aujourd'hui ? Pourquoi est-ce qu'il y a 30 ans, l'émir du Qatar, ou des milliardaires saoudiens, ou émiratis, ou chinois, ou taïwanais, ou hongkongais, ne rachetaient-ils pas, comme maintenant, la France par appartement ? L'émir du Qatar rachète des clubs de foot, tous les hôtels de luxe parisiens. Le sultan de Brunei Darussalam a racheté une partie de la place Vendôme. Récemment, on apprenait qu'un propriétaire de salle de jeu de casino à Macao, un Chinois, vient de racheter le château de Gevrey-Chambertin. Ça n'existait pas il y a 30 ans. Alors qu'est-ce qui s'est passé ? Ce qui s'est passé, c'est l'article 63 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne qui reprend un article précédent qui était dans le traité de Maastricht. L'interdiction désormais de tout contrôle au mouvement de capitaux. Parce qu'avant, sous De Gaulle, sous Pompidou, sous Giscard, même sous Mitterrand, si une entreprise française avait voulu se délocaliser en Chine, bon, à l'époque c'était pas le cas puisque la Chine de Mao ne recevait pas les investissements étrangers, mais si une entreprise avait voulu se délocaliser dans des pays à très bas coût de salaire pour bénéficier de très bas coûts, elle n'en avait pas le droit. Le directeur général, le président, devait prendre sa canne et son chapeau, à se rendre au ministère français des Finances et dire « voilà, j'ai un projet d'investissement ». Et on regardait le dossier, on disait « mais c'est pour faire quoi ? Et c'est combien ?» Et s'il s'agissait de réimporter en France, non. Non, vous n'allez pas détruire l'emploi des Français. C'était non. Parfois, c'était oui. Par exemple, Peugeot, lorsque Peugeot avait voulu créer
une usine en Iran, la France avait dit oui, parce qu'il y avait une sortie de capitaux pour créer une usine de fabrication de 504 en Iran, mais il ne s'agissait que de fabriquer des voitures pour le marché iranien, qui paraissait très prometteur dans les années 70-80, et il n'y avait pas de réimportation prévue en France, puisque par ailleurs nous étions maîtres de nos droits de douane, ce que nous avons perdu dans le cadre de l'Europe. Donc, au cas par cas, on pouvait faire la même chose. Pareil pour les étrangers qui voulaient investir en France. Lorsque IBM voulait investir en France, par exemple, y construire un centre de recherche à la Gaude dans les Alpes-Maritimes en 1965, on a dit oui. Parce que c'était intéressant pour la France d'avoir cet investissement qui allait apporter du savoir-faire et de l'enseignement venu des États-Unis. Mais si, en 1900, sous De Gaulle, il y avait eu l'émir du Qatar qui avait dit « je vais racheter la place Vendôme », ça aurait été non. Mais ce qu'il faut bien comprendre, c'est que c'est le cas général dans l'ensemble du monde aujourd'hui. Je débattais il y a 2 jours, enfin débattre si on peut dire, parce que moi je paye pour dire ce que je dis, lui il était payé pour dire ce qu'il disait. Lui était salarié par la Maison de l'Europe, alors que moi ça me coûte de l'argent et de la fatigue de parcourir la France ou l'étranger pour dire ce que je crois être juste et vrai. Donc ce que je trouve extraordinaire, c'est que les européistes ne vous disent jamais comment font les pays qui réussissent. Comment fait Singapour, comment fait la Chine, comment fait la Corée, le Japon, la Thaïlande, ils font comment? Mais jamais ils n'ont autorisé la libre circulation des mouvements de capitaux. Ce sont des ouvertures dites asymétriques. Je vous mets au défi d'aller acheter un appartement à Tokyo. Je vous mets au défi d'aller acheter un jardin de thé du côté de Suzhou, par exemple, Hangzhou, là où il y a le thé du Puy du Dragon, Longqingcha, mais je connais bien la Chine. Allez acheter, par exemple, comme nous avons ce mania des casinos de Macao qui a acheté le château de Gevrey-Chambertin. Allez, vous êtes milliardaire, allez acheter un jardin de thé en Chine. Rien. C'est interdit. Punct. C'est-à-dire, et ce sont les traités européens qui sont derrière, c'est-à-dire que nous avons accepté ce que les autres pays n'acceptent pas. Allez acheter quelque chose au Qatar. Allez acheter quelque chose à Brunei Darussalam, aux Émirats. Les Émirats, si. C'est un cas particulier. Mais Qatar, allez-y. Eh bien, tout ceci, pour en revenir à nos indépendantistes, ils s'en fichent. Eux, ce qui les intéresse, c'est le traité des Pyrénées de 1659, comment Mazarin a été méchant. Et puis, bien entendu, les guerres menées actuellement par l'OTAN sous l'empire de l'article 42 du traité sur l'Union européenne, qui porte bien son nom, c'est le TUE, le TUE. Eh bien, ceci ne les concerne pas. Alors, pourquoi ?